c'est un choix, personne ne leur a dit de s'engager là-dedans, c'est un choix qui est de l'intérieur, une nécessité de s'engager et de développer des formes d'éducation intégrale. Alors, à chaque fois, on a des parcours complètement différents. Mais j'ai demandé à Justine, et en lien avec son parcours, c'est sa manière d'apporter une pierre, et de commencer cette table ronde, et pour nourrir aussi le discours des uns et des autres, de nous faire une petite présentation qui a été d'ailleurs déjà largement amorcée ce matin sur, au fond, qu'est-ce que c'est que la pédagogie traditionnelle, la pédagogie moderne et la pédagogie nouvelle. Et vous verrez pourquoi on fait ce lien entre traditionnel, nouvelle, moderne. Hein. Pourquoi il y en a une qui est traditionnelle, pourquoi il y en a une qui est moderne, et pourquoi il y en a une qui est nouvelle. Voilà. Donc on peut regarder ce petit PowerPoint, ce petit transparent que Justine a préparé pendant ces 2 derniers mois. Enfin, elle a fait un travail considérable de recherche qui va alimenter un peu tout le monde, puisque finalement on retrouvera tel ou tel de ces aspects. Et qui, d'une certaine manière, nous permet aussi de faire le lien avec tout ce qui a été dit ce matin, et notamment Antonella, et aussi les autres. Voilà. Alors, le projecteur marche, ça va? Alors, à toi. Alors, peut-être 2 mots sur toi, selon la tradition nouvelle. La nouvelle tradition. Alors, la nouvelle tradition, elle me demande de me présenter comment, avec un parcours éducatif, ou... Juste vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous, mon envie d'être le plus authentique possible dans mes différentes dimensions, justement, émotionnelle, physique, mentale, spirituelle, pour amener toute ma présence ici et contribuer au mieux à ce que l'on fasse un collectif et que l'on s'élève ensemble. Donc quand Michel dit que j'ai fait un gros travail, c'est vrai que quand je pense moi à ce qui a été dit ce matin, je suis arrivée en milieu de matinée, quand je vois la qualité des interventions et du travail en profondeur qui a été fait, je me demande un petit peu ce que je vais apporter, mais voilà, je vous livre ce que j'ai fait de façon épisodique pendant 2 mois, parce que je n'ai pas fait que ça, heureusement. Et voilà, à vous de voir en quoi ça sert le collectif. Donc, épistémologie, c'est la science des sciences. Nous, on le voit surtout à la lumière de la pédagogie qui nous intéresse aujourd'hui, notamment dans l'évolution que ça va pouvoir faire au niveau de la conscience intégrale. Parce que le but, c'est bien ça, en fait. C'est de voir comment on va pouvoir faciliter la compréhension, l'intégration des connaissances que nous avons sur l'émergence d'une nouvelle conscience, de manière à changer ensemble de paradigme, de manière à, ensemble, transformer nos actes au quotidien. Et donc, de quelle pédagogie? La question, c'est quelle pédagogie on va décider de mettre ensemble en place dans cette université intégrale pour que nous puissions tous en bénéficier au mieux. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va regarder les différentes pédagogies ou théories de la transmission de la connaissance. Et dans un deuxième point, on verra en fait la pédagogie intégrale dans ses développements actuels en prenant 2 cas, on pourrait prendre l'université intégrale et puis Terre de Conscience également. Donc, petit point d'histoire, la pédagogie en fait c'est dérivé du mot grec l'enfant et de l'idée de conduire, amener cet enfant à s'élever. Donc on parle bien déjà d'élévation, d'accompagnement à l'élévation. Au XVIIIe siècle, c'est intéressant de voir que Rousseau est déjà dans une approche très holistique de la pédagogie parce qu'il considère que pour qu'une pédagogie réussisse, il faut que l'enfant, il considère que la pédagogie doit prendre en compte le fait que l'enfant ait envie d'apprendre. Et il pense aussi que c'est extrêmement important que cette pédagogie comporte des parties manuelles, chose qui était assez étonnante à cette époque pour quelqu'un de son milieu. Donc là, ça annonce déjà en fait les prémices de la pédagogie nouvelle, on va faire la pédagogie nouvelle. Par contre, on voit dès le 19e siècle qu'il y a comme une régression de la pédagogie où le mot pédagogie ne s'attache qu'à chercher à savoir ce que les enfants doivent apprendre. Et donc on va énoncer que c'est le respect, l'autorité, l'amour, la curiosité, mais c'est ce qu'on doit apprendre.
Ensuite, donc, au XXe siècle, là, il y a toutes les pédagogies nouvelles qui arrivent et qui ont déjà été notamment expliquées en partie ce matin. Et on voit là la pédagogie comme un acte global de la construction de la personne. On rentre déjà dans les prémices de l'intégralité. Et de nos jours, en fait, on comprend que la pédagogie, c'est à la fois les outils, les processus qui sont utilisés, mais c'est aussi vraiment l'attitude de l'accompagnant, de l'enseignant. Donc, en détail, ce qu'on appelle la pédagogie. Les mots-clés n'apparaissent pas. Ouais. Le bleu ressort mal. C'est parce qu'il y a un lien hypertexte, je les ai déjà changés, mais on serait imprimé. Enfin, vous voyez, c'est pas triangle pédagogique. de Jean Houssaye. C'est une nouvelle approche pédagogique, c'est que les concepts les plus importants n'apparaissent pas. Ça nous fait déjà faire très attention. Vous vérifiez que vous avez bien compris l'ensemble de ce qui a été dit précédemment. Donc vous imaginez, ce qui a marqué, c'est large, on le voit, si on est en méditation profonde. C'est du message subliminal. Bon, donc à chacun tirer en fait les bénéfices de cette présentation telle qu'elle est. Oui, c'est pas une présentation intégrale, je suis désolée, il n'y a pas toutes les couleurs et tout ça, mais ça c'était une question de timing pour la présentation. Au départ, je ne devais pas faire de présentation avec un super PowerPoint, ni même de présentation tout court. Donc bref, en fait la pédagogie moderne, elle se base vraiment sur un triangle où d'un côté on a l'enseignant qui sait, de l'autre côté on a l'enseignement à transmettre, et puis on a l'élève qui lui doit apprendre. Et il y a toujours le terme un peu de devoir. Donc c'est une approche qui prône le savoir, qui est dans une démarche de modèle, une démarche d'autorité assez individualiste, où on voit que ça génère énormément d'attentes, où finalement on ne développe pas notre créativité parce qu'on est sans arrêt en train d'imiter et tu disais bien Martine, c'est ça, que finalement pour réussir à passer de cap en cap, il suffisait de répéter ce que disait celui qui soi-disant avait la science infuse. Voilà, on est conditionné à la difficulté aussi dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on ne peut accéder en fait au mérite qu'après avoir travaillé très difficilement. Et puis il n'y a aucune dimension affective entre l'enseignant et puis l'enseigné. C'est le savoir uniquement qui est à l'ordre du jour. Et puis soit on sait, soit on ne sait pas. Le facteur d'erreur comme progrès n'existe pas. Alors les pédagogies nouvelles et vivent le XXe siècle, elles nous ont apporté énormément de diversité. La pédagogie différenciée, enfin, c'est ce qu'on appelait d'abord la pédagogie différenciée, elle a permis en fait d'établir un nouveau regard entre les individus et l'enseignant. Donc il y a vraiment, on a demandé une participation active des individus dans leur enseignement, dans leur apprentissage. Jung parle d'une pédagogie archétypale et lui il dit que donc la pédagogie doit être un facteur de progrès global de la personne. Donc on rentre déjà là dans l'holistique. La pédagogie Montessori a apporté l'idée en fait de s'adapter au rythme de chacun. La pédagogie freinée parle de l'importance d'établir un climat de confiance pour favoriser l'apprentissage. Et puis, dans les pédagogies différenciées, on parle aussi vraiment de partir à partir de ces centres d'intérêt. D'ailleurs, si vous êtes tous ici, oui, il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé ce matin, c'est pour ça que je vous prenais juste ce que vous avez encore lu. Et d'ailleurs, si vous êtes tous ici, c'est que vous avez un intérêt à venir apprendre des nouvelles choses. Donc là, vous êtes en train de... c'est complètement une démarche individuelle de venir ici. On n'est pas dans l'obligatoire. Et puis donc, dans toutes les pédagogies modernes, il y a les pédagogies qu'on appelle actives, avec la pédagogie documentaire, par exemple la recherche que m'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette université intégrale plus intégrale encore? Et puis il m'a dit, c'est ça bien que tu aies cette réflexion, mais que tu y apportes aussi toute une dimension documentaire. C'est donc ce que j'apporte là, ici. Il y a la pédagogie de projet, la pédagogie de résolution de problèmes. Tout ça, c'est des pédagogies qu'on va voir donc plus détaillées avec l'université intégrale. En tout cas, ce qu'elle souhaite, c'est favoriser une éducation qui est globale, qui permet en fait le développement de toutes les dimensions, intellectuelles, artistiques, physiques, émotionnelles, et puis surtout qui considère que la vie sociale est un élément essentiel en fait de cette éducation. Donc voilà, là on va retrouver toutes les données de la pédagogie. Alors, dans ces développements actuels, la pédagogie intégrale, où en est-on?
Il y a une petite sonnette. Pour montrer qu'on rentre dans... Ouais, c'est ça. On passe un cap de conscience, là, il y a une sonnette. C'est comme tout à l'heure, le micro qui ne marchait pas aussi, c'est le micro qui s'ajustait au cap de conscience supplémentaire. Donc, voilà, donc l'approche intégrale, c'est déjà une approche inclusive, donc c'était ce que disait Antonella ce matin, que dans son envie d'enseigner, elle avait vraiment envie d'inclure toutes ces dimensions-là. Le gros challenge, c'est réussir à les faire vivre. Et là, je crois que vraiment, le fait d'être en collectif et d'être tous des miroirs les uns pour les autres, c'est ça qui fait que sans arrêt, on se remet à niveau pour toujours garder cette ligne conductrice. Et donc, le souhait de l'université intégrale, eh bien, c'est d'intégrer ces pédagogies. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner, si on utilise la pédagogie différenciée, déjà, en fait, une université où l'intervenant ne sera pas le point de référence, mais où chaque individu va être le point de référence de cette université et sera considéré en tant que personne essentielle, contributrice de cette université. Alors du coup, ça veut dire que concrètement, peut-être que le modèle là, une personne devant tout un panel de personnes, c'est quelque chose à envisager de revoir au moins ponctuellement pour favoriser cette nouvelle manière de voir la pédagogie. L'agenda aussi, on peut imaginer des journées où l'agenda est extrêmement souple, de manière à ne pas être dans un cadre, on peut tout revoir. La pédagogie active, c'est donc une pédagogie qui va favoriser des projets, des recherches, des plans élaborés, des contenus à comprendre, des finir, assimiler, réutiliser, de manière à ce qu'on ne soit pas juste réceptacle d'une information pré-mâchée, mais qu'on soit ensemble co-constructeurs de cette information. Ce sera donc un processus de tâtonnement. Donc on peut imaginer que les intervenants posent des questions, participants proposent des exercices, qu'on soit beaucoup plus dans une dynamique interactive, qu'on cherche ensemble des projets intéressants à résoudre, des choses à mettre en place à partir de cette université. La pédagogie documentaire, je crois qu'elle est déjà bien amorcée avec cette université, où il y a déjà tout un certain nombre de contenus qui sont donnés, où les coordonnées des intervenants sont vraiment présentes et où on peut aller rechercher auprès de chacun déjà des informations complémentaires. Donc, de manière à tous en bénéficier au mieux, on a tous ces emplois du temps extrêmement chargés, mais faites la différence entre une journée où vous venez sans avoir rien lu, et puis une journée où vous êtes vraiment renseigné à la fois sur les personnes qui interviennent, sur les profils des participants, sur ce qu'ils apportent en termes de contenu sur le blog, juste pour expérimenter et voir si ça change quelque chose. On est toujours dans l'exploration. On utilise la pédagogie de la motivation, issue du constructivisme. Alors on va vraiment prendre conscience du fait que notre collectif est un environnement social qui nous permet d'évoluer. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a un certain nombre d'informations dans ces journées que vous connaissez déjà, que donc finalement qui ne sont pas des grandes nouveautés. Mais peut-être juste le fait de les réentendre, peut-être le fait de dire tiens, j'ai compris ça lors de cette journée, ça ancre à nouveau. Je suis d'accord ou pas d'accord, ou là ça a résonné de telle manière en moi. Ça ancre à nouveau et ça permet de confronter les points de vue et du coup de faire un pas de plus de manière à transformer nos vies. La pédagogie archétypale, alors c'est celle qui va vraiment nous permettre de nous voir dans nos différentes dimensions, nos différentes personnalités, valoriser nos différentes personnalités. Et là, l'idée, en fait, c'est de créer, alors c'est à co-créer, à imaginer ensemble, d'imaginer une université, ou même, enfin non, je prends l'exemple de l'université intégrale là tout de suite, mais ça peut être utilisé dans différents domaines d'éducation et autres. C'est juste que j'ai cette idée là, parce que c'était le début de ma réflexion, on a adapté-le à tous les systèmes d'éducation possibles, que ce soit en entreprise, à l'école ou autre, en famille, en compagnie. L'idée en tout cas, c'est vraiment de valoriser la sensibilité de chacun, de valoriser une personne qui a une grande sensibilité mentale pour ce qu'elle apporte, une dimension émotionnelle pour ce qu'elle apporte, et donc de peut-être oser parler et exprimer chacun lors des temps de partage ce que vous avez exprimé avec votre spécificité. Ça peut être un trait d'humour, une pirouette. Et on peut imaginer aussi quelqu'un par exemple qui suite à la journée, commencerait à peindre, et pendant toute la journée serait en train de peindre quelque chose qui reflèterait la journée.
En tout cas, tout ça, ça se base sur les principes de la pédagogie freinée. Donc ça veut dire vraiment créer ce climat de confiance ensemble et avoir confiance dans notre évolution collective et pouvoir accueillir en fait à la fois nos phases de blocage, parce que c'est par l'accueil qu'on va les dépasser. Donc accueillir nos propres phases d'évolution et partager nos prises de conscience. La pédagogie Montessori, eh bien, c'est la pédagogie qui est vraiment maîtresse pour s'adapter aux différentes formes d'apprentissage, aux différents rythmes d'apprentissage. Donc l'idée qui a été émise par exemple pour cette université, en fait, c'est d'intégrer une grande oreille, qui est donc une personne que vous l'avez sûrement introduite ce matin quand j'étais pas là, la personne qui est là à l'écoute des besoins peut-être non comblés, des choses qui n'ont pas été dites, de manière à pouvoir remettre toujours à l'équipe organisatrice un feedback authentique de ce qui a besoin d'être réajusté pour qu'ensemble nous avancions. Voilà, donc la pédagogie intégrale, eh bien, c'est celle qui réussira le challenge d'utiliser tous les moyens, de prendre l'aide dans toutes ses dimensions, de les mettre dans toutes les situations pour permettre l'apprentissage, de manière à changer de paradigme au niveau individuel et au niveau collectif. De manière à ce que chacun nous puissions quelque part retrouver un petit peu du sens dans notre vie, en ayant notre plein potentiel avec nous, sentir qu'on est nous-mêmes acteurs de la transformation de la société. Voilà, donc ça c'était pour la pédagogie. Rapidement, j'avais envie de vous dire aussi à quel point je prends conscience chaque jour un peu plus du fait qu'on est des êtres multidimensionnels et que nous ne pouvons pas changer nos vies si nous ne faisons pas l'expérience de nos transformations dans les différentes dimensions de notre être. On est d'abord un corps physique, et bien souvent on en prend conscience que quand on passe un certain cap, on commence à avoir quelques rides, on commence à avoir du mal à porter les cartons quand on fait un déménagement. Voilà, et tout ça c'est notre corps physique, et il a toute une intelligence propre, essentielle. On a un corps énergétique, on a une aura, on a différentes subtilités de corps, et tout ça c'est aussi une intelligence à se réapproprier. Et surtout qui joue pour nous. Il y a des fois on se sent en expansion et d'autres fois on se sent complètement bouffé, on peut même avoir froid parce que notre corps énergétique nous parle en fait, il nous dit, il réagit par rapport à ce qu'on entend. Et puis on a souvent un sentiment vague qui nous habite, mais en réalité si on prête vraiment attention, il y a plein d'émotions qui nous traversent en permanence chaque jour. Rien que dans la présentation que je fais, il y a des fois, il y a des moments, peut-être des slides, ça vous a ennuyé, et puis il y a d'autres fois, ça vous a stimulé. Voilà, tout ça, c'est encore une autre intelligence à découvrir. Notre mental, on le connaît bien, 24 heures sur 24, 70 000 pensées par jour, 2000 kilobytes d'informations par jour minimum. C'est quand il nous sert un puits d'énorme créativité, il est connecté à notre intuition, et puis d'autres fois, il bloque complètement quand il est soit ancré dans le passé, soit que dans la projection du futur. L'idée, c'est de réussir à faire, avec ce mental, de réunifier un petit peu notre partie masculine, notre partie féminine, d'être à la fois dans l'analyse, la conscience, et en même temps de devenir proactif et actif. Et de pouvoir l'utiliser, qu'il puisse nous servir au lieu de nous desservir. Donc notre mental est aussi un grand outil d'exploration. Et puis finalement, notre conscience, alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres dimensions, expliquées par Alan, et cette dimension que je trouve extrêmement intéressante. Là, j'en ai pris 5, c'est juste un découpage. En tout cas, on voit que tous ces découpages, finalement, commencent souvent par le corps et terminent souvent par la conscience supérieure, qui est celle où finalement, malgré tous les types de découpage qu'on a pu faire au niveau mental, on arrive à faire l'expérience d'être un, de se relier à quelque chose de supérieur. Voilà, donc en fait l'idée c'est que dans la pédagogie de cette expérience multidimensionnelle, eh bien, on apprenne à valider les informations, non pas seulement au niveau mental, mais dans toutes ces dimensions. De le valider au niveau supramental, par le silence par exemple, de manière à être à un niveau où ça n'a plus besoin d'être expliqué. De toucher aussi la dimension émotionnelle, où là c'est tout notre être qui est transporté d'émotions, parce qu'on vient de comprendre, parce qu'on vient de vivre. Une autre dimension physique et énergétique, où on sent bien que notre corps il est réénergétisé parce qu'on entend, parce qu'on vit. Et personnellement, je vois qu'à chaque fois qu'il y a un niveau de plus en fait, qui est touché, eh bien, les choses sont plus faciles pour
transformer les actes. Ça ne sert à rien de vouloir faire, mais juste de prendre conscience de quel niveau a été touché ou pas touché. Donc ce sera vraiment l'un des grands défis, je crois, des pédagogies nouvelles. Et donc, ici, par exemple, qui est un terrain d'exploration, moi, ce que j'aurais envie de vous inviter, c'est de prendre le temps, d'avoir un nouveau cap de conscience. C'est peut-être Dieu qui nous appelle. Neil Donald Walsh, c'est Dieu qui nous appelle. Donc, c'est de prendre vraiment les temps de partage pour exprimer ce que l'on ressent aussi au niveau physique et au niveau émotionnel notamment. Moi, c'est vrai que j'avais été frappée en fait par les dernières journées, par le fait que souvent les interventions soient du domaine de je pense que je suis d'accord, que je ne suis pas d'accord ou par rapport à quelque chose qui a été dit. Donc là, c'est de se dire, pendant ce temps global où on parle tous, on échange des idées par rapport à une intervention qu'il vient y avoir, eh bien, c'est de vraiment parler dans les différents niveaux. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un niveau qu'il faut dire, mais voilà. Et puis, apporter un trait d'humour, quelque chose qui puisse être vraiment le reflet aussi de votre personnalité. Voilà. Donc en conclusion, c'était tout un discours pour parler de la pédagogie. Parler, c'est bien dire. Maintenant, il faut le vivre, donc c'est vraiment à créer ensemble. Il y a déjà eu des exercices qui ont été proposés. Tout ça, ça va pouvoir être augmenté de manière à activer de plus en plus les différentes dimensions de notre être. Et puis, l'idée, c'est de faire, je pense qu'on le fait déjà tous sûrement d'une manière ou d'une autre, de systématiser le fait qu'après une telle journée, eh bien, on prenne un temps pour faire la synthèse, prendre conscience et décider de qu'est-ce qu'on met de nouveau en place suite à ce type de journée. Une petite phase coaching, en fait. Et puis, l'université intégrale va se nourrir de chacun de nous, donc continuons à apporter nos feedbacks, nos lumières et nos tables. Merci. Donc, on va continuer. Et merci Justine de cette présentation qui, au moment en plein milieu de la journée, vient articuler à la fois tout ce qu'on a vu ce matin. Vous avez vu beaucoup de concepts qui ont été élaborés ce matin, qui ont été développés ce matin, et en même temps, ça ouvre très bien les discussions qu'on va avoir cet après-midi où chacun va apporter un peu une expérience différente dans cette expérience multidimensionnelle. J'ai oublié, c'est vrai qu'il n'était pas sur le programme, une autre surprise, c'est, nous avons la chance, comme lors de l'université précédente, d'avoir la présence parmi nous d'un personnage fort célèbre qui s'appelle Robin Hood. Robin, tu peux dire ce que c'est que parler. Alors, il porte un nom très célèbre. C'est vrai qu'il se réincarne régulièrement. Et docteur Robin Hood, en fait, c'est dans cette vie-là, il est docteur. Il n'était pas docteur, mais Robin Hood, que vous avez demandé, et docteur, c'est important dans le... C'est Robin des Bois. Voilà. C'est moi. Il parle En français. France, formellement. Très bien. Donc, laisse-le, ça va, on le brochera. Donc, eh bien, j'ai envie de commencer. Alors, on a une table ronde, d'ailleurs n'est pas ronde, mais qui est très nourrie. Donc, je vous invite à chacun à parler d'une manière très synthétique. C'est un exercice important en approche intégrale, c'est d'arriver à synthétiser. Donc, moi-même, je vais m'arrêter. Et je laisse la parole à Bruno, qui va nous parler d'innovation de l'approche intégrale, dont il est le génie. C'est le lien entre l'Orient et l'Occident. Alors, vous avez compris qu'il y a un axe dans l'approche intégrale, on pourrait dessiner différents axes. Il y a un axe horizontal, en fait, qui est la rencontre des cultures. On a commencé par la rencontre des cultures. Et parmi la question de la rencontre des cultures, il y a la rencontre des deux grands pôles
l'Orient et l'Occident. Et ce qui m'a toujours fasciné dans le travail de Bruno, c'est cette rencontre, c'est qu'il a passé toute sa vie à travailler sur cette relation entre l'Orient et l'Occident. Et il va nous parler de la manière dont l'enseignement, dont l'enseignement est envisagé en Orient et la manière dont l'enseignement est envisagé en Occident. Ce sera une manière d'utiliser le génie de l'Orient et le génie de l'Occident dans notre réflexion. Voilà, Bruno. Et Bruno, alors en plus, il y a un autre aspect dont par modestie ne dira pas, c'est que Bruno, il est la maman, alors je ne sais pas si c'est le maman ou le papa, mais les deux de l'université latérale. C'est que si Bruno ne m'avait pas pris par la main, j'avais énoncé cette idée, mais comme j'énonce beaucoup d'idées, l'action parfois tarde, Bruno il m'a pris la main, il m'a dit bon, maintenant tu l'as fait l'université intégrale. Donc Bruno est cofondateur de l'université intégrale. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Moi je vais me lever parce que j'ai besoin de bouger pendant la digestion d'excellents repas. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de têtes que je connais, donc il y en a beaucoup qui me connaissent. Pour les autres, donc je m'appelle Bruno Marion, en plus de toutes les belles choses qu'a dit sur moi Michel, je suis effectivement, enfin en tout cas je prétends être un spécialiste de l'Asie, ça je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais, et tout particulièrement de ce qu'on appelle le management interculturel, comment se comprendre. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Réussir avec les Asiatiques. Vous n'êtes pas obligé de lire, mais l'acheter, c'est pas mal. Pour introduire ce que je vais vous raconter, ça va être très bref, très intense. Respirez un bon coup. Si on faisait une petite respiration, 10 secondes, 5 secondes de silence, mais respirez un bon coup, parce que ça va être 10 minutes très intenses. Merci beaucoup. Qui est parent? Qui a des enfants dans la salle? Merci de lever la main. Ça fait pas mal. Qui a été enfant? Ah oui, ça fait encore plus. Qui a lu mon livre? Ah oui, il y en a quand même quelques-uns. C'est pas mal. Alors, je vais vous raconter une histoire d'enfant, plus exactement une histoire de bicyclette. Alors, pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui se rappellent quand ils étaient enfants, il y a des enfants, quand on leur apprend à faire du vélo, enfin quand on veut leur apprendre à faire du vélo, ils vous disent « mais laisse-moi, je sais faire ». Autonomie, initiative, ils vont peut-être se casser la gueule d'ailleurs, probablement, mais ils savent faire. Et il y en a d'autres, oui bien sûr, il y en a d'autres, faut les tenir avec les petites roulettes pendant 8 mois, et oui, me lâche pas, j'ai peur. Alors moi je suis spécialiste ni des enfants, ni du vélo, mais j'ai acquis 2 convictions. La première, c'est qu'il est totalement impossible de savoir lequel des deux sera le meilleur cycliste dans 10 ans. Ma deuxième conviction, que vous avez le droit et le devoir de ne pas partager, ma deuxième conviction, c'est que si on veut que les 2 enfants soient les meilleurs cyclistes possibles, celui qui a besoin d'autonomie, d'initiative, celui qui sait faire, on va lui donner au moins l'illusion de l'autonomie. On va essayer de faire en sorte qu'il ne se casse pas trop la gueule et qu'il se fasse pas mal. Mais on va lui laisser l'illusion, on va lui donner le plus possible d'autonomie. Et puis, si l'autre aussi, on veut que ça soit le meilleur cycliste possible, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir l'accompagner, l'aider, le tenir. Et puis un jour, il va se retourner, il va dire « mais c'est bon, laisse-moi, je sais faire ». Alors, qui pense dans la salle que il y a un enfant qui est mieux que l'autre? Personne. Ouais. Alors, c'est ennuyeux. C'est quand même ennuyeux, parce que, effectivement, quand je pose la question, tout le monde est d'accord, finalement, il n'y en a pas mieux que les autres. Le problème, c'est que moi, je pense que tout notre système d'éducation nous explique que le premier, c'est le meilleur. Je vais vous le refaire différemment. Si vous n'aimez pas le cyclisme, on va vous le faire avec la natation. Celui qui est bon, c'est celui, alors voilà. Je vais t'expliquer, tu vois la piscine, elle fait 25 mètres ou 50 mètres, alors je vais t'expliquer comment on va faire. Tu vois, s'il se passe ça, il faudra que tu fasses ça. S'il se produit ça, alors là par contre, il faudra s'adapter comme ça. C'est bon, t'es prêt, t'as compris, vas-y. Tout notre système d'éducation est un système déductif. C'est un système où on apprend les choses. Le bon élève, c'est celui qui comprend bien et qui comprend vite. Le bon prof, d'ailleurs, c'est celui qui explique bien. En Asie, on a un système d'éducation qui est beaucoup plus proche de celui qu'on aide à faire du vélo, en le tenant. On est dans un système qui est beaucoup plus inductif.
Nous, on apprend, nous, si vous m'autorisez, en Occident, on apprend essentiellement par déduction, par compréhension. Je résume beaucoup de choses, je vais très très vite. Bien évidemment, on pourrait trouver, et on l'a montré, des systèmes d'éducation qui ne sont pas comme ça. En Asie, je pourrais aussi vous trouver des systèmes d'éducation qui ne sont pas comme ceux que je vais vous décrire, qui sont essentiellement inductifs. C'est par la répétition, c'est par le geste qu'on va apprendre. Je vais vous donner deux exemples. Je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de lire un livre merveilleux, qui est le livre qui a été écrit par la calligraphe Fabienne Verdier, qui est la seule calligraphe non chinoise qui est reconnue comme un ou une grande calligraphe. Et elle vous explique dans tout son livre qu'elle apprend par la répétition. Le grand maître lui fait, lorsqu'il accepte de lui enseigner, il lui fait répéter pendant 3 mois, faire un trait. Tu fais un trait et tu fais un trait pendant... Non, il n'est pas bon, tu recommences pendant 3 mois. On apprend et on fait émerger la connaissance, non pas par la déduction, mais on le fait émerger par la répétition, on le fait émerger par la répétition du geste. On apprend le beau geste. Il y en a un autre livre que je vous conseille, c'est des livres passionnants, vous pouvez lire ça dans le métro ou dans les vacances, qui est encore plus petit, 50 pages, c'est le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. C'est un gars qui part, c'est un Allemand, qui part il y a une cinquantaine d'années au Japon, il se dit je vais apprendre le tir à l'arc. Et le type il pète les plombs, il dit mais pose pas de questions, quoi. Fais ce que je te dis. On apprend, le grand maître, c'est celui qui montre, qui apprend par la répétition du geste. Alors je vais vous montrer que ça c'est très très lié, voilà qui résume un peu tout ce que je vous ai dit, c'est très très lié à deux visions du temps qu'on a. Et alors ces deux visions vont complètement conditionner la manière dont on va vivre l'apprentissage. On peut discuter pendant des heures, non, Ken Wilber, je suis contre, c'est pas bien, parce que c'est pas en voyant là où on va qu'on va y arriver. C'est dans le geste, c'est dans la répétition, c'est dans le vécu. Puis on peut dire l'inverse, non, il faut comprendre où on va. Alors je vais vous montrer les deux visions du temps. Il y a une vision du temps qu'on va dire qui est linéaire, c'est quoi? Si je vous demande à la plupart d'entre vous comment on va symboliser le temps c'est une droite, avec une flèche. C'est la flèche du temps. Et là ce qui compte c'est où on va. Et si on n'est pas d'accord sur là où on va ne va pas pouvoir y arriver. Donc la première chose qu'il va falloir se mettre d'accord, c'est trouver un bon prof, un bon enseignant qui va dire attends, ensemble on va aller là. Tu vois, je vais t'expliquer comment on va aller à l'autre bout de la piscine. Ça, c'est une vision du temps linéaire. Et puis, il y a une autre vision du temps, qui est une vision du temps circulaire. Et alors là, ces deux visions du temps vont entraîner deux visions du monde totalement différentes. Là, ce qui compte, je vous l'ai dit, c'est là où on va. Et encore une fois, on peut s'engueuler pendant des heures. Parce que non, il ne faut pas aller à Rome, il faut aller à Madrid. Ou ailleurs. Non, c'est pas tel philosophe qui a raison. C'est celui-là. Donc on discute avant de prendre la direction. Là aussi, on a le droit d'avoir des buts. On veut apprendre quelque chose, on veut atteindre un objectif. Mais là, si on n'a pas le premier tour, on l'aura le deuxième tour. Ou le troisième tour. Ici, avant de partir, il va falloir se mettre d'accord où on va. Ici, arrête de poser les questions. Je caricature. Arrête de poser des questions, je vais te montrer comment on fait un tour. Et puis on va en faire un deuxième, et on va en faire un troisième. Et c'est de ça que va émerger la connaissance. Encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est le but, l'attention, ça s'appelle, pour ceux qui veulent le savoir, un monde téléologique, téléo c'est en grec, le but, l'objectif. L'autre vision du monde, c'est un monde déontologique. Ce qui compte, c'est la règle, ou morphologique. Ce qui compte, c'est la forme de ce qu'on va faire. Le geste, d'avoir la bonne règle. Et d'ailleurs, là, forcément, il faut qu'on se mette d'accord tous pour aller dans la même direction. Donc on va apprendre à tous les élèves d'aller dans la même direction. Alors ce qui compte ici, c'est de trouver un bon geste pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas forcément le même geste. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que nous, on a un mode de pensée, on a un mode d'apprentissage qui est extrêmement déductif. Il y a un autre mode d'apprentissage qui est beaucoup plus itératif, qui est dans la répétition. Mon souhait, et ça ressort dans beaucoup de choses qu'on a entendues, c'est qu'on trouve des manières d'apprendre, parce que je crois qu'il n'y en aura pas qu'une seule, qui soient plus intégrales, je ne reviens pas sur le nom, et plus fractales. Peut-être que faudrait trouver à la fois des sortes de directions, mais aller... alors je ne sais pas comment on peut faire une droite. Comment vous feriez une droite qui tourne, vous? Par exemple, une spirale. Par exemple, une spirale, on peut faire, effectivement, alors, je ne sais pas bien dessiner, mais elle est bizarre la spirale. Et alors, on pourrait faire des spirales fractales. On pourrait faire en plus de dire, oui, on va dans une même direction, chaque tour
voyez, vous mettez une troisième dimension. Chaque tour qu'on fait, en fait, on progresse. Et puis, il faudrait rajouter que pour vraiment progresser, un seul chemin, ça n'existe pas. Donc, il faudra faire plein de petites spirales. C'est ce que j'appelle une vision fractale. Mais pour ça, je vous invite à visiter mon blog. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste résumer. Il y a probablement des tas de manières d'apprendre. On nous l'a montré. Je crois qu'il peut ressortir de ces deux grandes dimensions des choses qu'on peut faire. J'ai essayé de réfléchir du point de vue pratique. Alors moi, je ne suis pas du tout enseignant. J'anime des séminaires, enfin bon, modestement. Et je discutais avec des parents qui me disaient, mais mes gamins, ils sont toute la journée sur PlayStation, la Wii, etc. C'est complètement répétitif, c'est complètement nul, ils s'abrutissent. Et je me disais, mais tiens, ça c'est intéressant, ça, c'est complètement répétitif. Et si on pouvait utiliser des moyens technologiques comme ça, qui permettent de répéter des tas de choses pour apprendre des choses. Alors à tous les parents, puisque vous étiez pas mal, qui ont des enfants qui jouent à des jeux massivement en ligne ou sur Second Life, qui est moins un jeu, ou à la Nintendo ou à la PlayStation, posez-vous la question, tiens, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas leur apprendre de manière répétitive et qu'il y ait quelque chose, et en plus de ce qui aille vers quelque chose, et en plus, ça leur plairait. Merci beaucoup.